Chaque 28 juillet, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre les hépatites. Un véritable problème de santé publique dans le monde et surtout en Afrique, où 91 millions de personnes vivent avec cette affection. Santé d'abord se fait le devoir de revenir sur quelques notions essentielles liées aux hépatites comme les causes, les symptômes et les moyens de prévention. Dans cette première partie, nous ferons aussi un zoom sur l'alimentation de l'hépatique et qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger notre foie contre les hépatites. Dans la deuxième partie, nous aborderons aussi un problème pas des moindres, la consommation des substances psychoactives. Comment sortir de la dépendance? Nos spécialistes de ce soir nous donnent des éléments de réponse. Merci une fois encore pour votre fidélité à Santé d'abord. Pour aborder le sujet qui nous unit ce soir, je partage le plateau avec M. Kponou Mathieu Toubossi. Il est hygiéniste alimentaire. Monsieur Mathieu, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir également aux fidèles téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de Santé d'abord. Oui, toutefois que la bonne cause nous réunit, on se rend toujours disponible. Merci de vous mettre toujours à notre disposition, surtout justement pour la bonne cause. Que sait la population sur les hépatites? Rita Wassi a mené sa petite enquête dans la rue. Voici quelques réponses recueillies pour vous. Et nous démarrons ainsi l'émission de ce soir avec ce micro-trottoir. Que l'hépatite est une maladie transmissible. C'est une maladie dangereuse qui, rapidement, si l'homme a l'hépatite, rapidement à travers le non-entretien des verres qu'on prend pour boire au bar, les cuillères, les fourchettes pour manger sans l'entretien, il sait que si l'homme a l'hépatite, rapidement, ça peut transmettre à une autre personne. L'hépatite peut se transmettre par la salive en embrassant une fille qui a l'hépatite. Je précise d'abord qu'il y a 4 sortes d'hépatite. L'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C et l'hépatite D. Mais les plus fréquents souvent dans nos pays ici, c'est l'hépatite A, B et C. Les causes définissent les hépatites. Il y a l'hépatite virale qui est causée par les virus, l'hépatite toxique qui est causée par l'alcool et l'hépatite médicamenteuse qui est causée par les médicaments. Ce que moi je sais des hépatites, je sais que l'hépatite c'est une maladie, un virus en fait, qui se transmet par voie orale. Les hépatites, pour moi, ce sont des maladies, je pense, sexuellement transmissibles. C'est une maladie contagieuse qui est vraiment très dangereuse. Moi-même, j'aime pas que, bon, je ne sais pas comment je vais dire. Bon, je ne peux pas souhaiter à ce que cette maladie attaque même un pire ennemi à moi. Pour aborder le sujet qui nous unit ce soir, je partage le plateau avec M. Kponou Mathieu Toubossi. Il est hygiéniste alimentaire. Monsieur Mathieu, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir également aux fidèles téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de Santé d'abord. Oui, toutefois que la bonne cause nous réunit, on se rend toujours disponible. Merci de vous mettre toujours à notre disposition, surtout justement pour la bonne cause. Alors, Monsieur Mathieu, vous venez de suivre avec nous quelques concitoyens qui ont des informations sur les hépatites, mais vous êtes le spécialiste, donc vous allez nous donner des explications, oui, une explication plus explicite des hépatites, n'est-ce pas? Quand on parle des hépatites, qu'est-ce que c'est exactement? Merci beaucoup. Les hépatites sont simplement des maladies du foie, généralement de type inflammatoire. Et les causes définissent en même temps les types d'hépatites. Il faut déjà rappeler qu'on a plus de 100 formes de maladies de foie, mais qui sont regroupées en 5 grands types. Nous avons l'hépatite alimentaire où notre malbouffe, nos mauvaises combinaisons culinaires à table, les mauvais choix, les mauvaises pratiques culturelles et autres concourent à ce que le foie soit intoxiqué, surchargé, et donc on va développer une hépatite alimentaire. Nous avons l'hépatite médicamenteuse, où il a été attesté que plus de 1300 médicaments synthétiques donc en pharmacie sont susceptibles de provoquer des dommages au foie. Et au niveau des plantes, on a près de 50 plantes qui sont aussi toxiques pour le foie. Nous avons l'hépatite alcoolique où lorsque
une boisson est dosée même à 1% d'alcool, elle est potentiellement dangereuse pour le foie. Et des études, même au Togo et en Afrique de l'Ouest, ont montré que beaucoup de nos concitoyens sont accros à l'alcool et en meurent. Au Togo, ici, il y a une étude qui a été menée au CHU Sylvanus Olympio pendant 20 ans et on a découvert que 80% de ceux qui étaient morts de cirrhose de foie étaient morts à cause de leur addiction à l'alcool. La quatrième forme d'hépatite, c'est l'hépatite auto-immune. Là, c'est l'organisme lui-même qui s'attaque à son propre foie et qui le détruit. Et en dernière position, nous avons les hépatites microbiennes, parmi lesquelles nous avons les parasites. Lorsqu'on prend le paludisme, le plasmodium, qui est le germe en cause pour le paludisme, est un germe qui se développe et qui attaque le foie. Donc le paludisme même est une hépatite parasitaire. Nous avons les bactéries. Lorsqu'on prend par exemple la tuberculose, alors, le germe de la tuberculose peut provoquer aussi une hépatite infectieuse. On fait aussi l'abcès hépatique. L'amèbe aussi a des répercussions sur le foie. On a aussi maintenant les hépatites toujours microbiennes, mais qui sont virales, où nous avons le virus A, le virus B, le virus C, le D, le E et le G, qui sont souvent cités et qui sont à la base des problèmes de foie d'origine virale. Quelle est la situation de cette maladie au Togo? Est-elle alarmante? La situation au Togo, il faut dire qu'en Afrique de l'Ouest, l'OAS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, a communiqué des chiffres qui font état de 8% pour l'hépatite B et autour de 1% pour l'hépatite C. Et il faut avouer que l'hépatite C, c'est beaucoup plus dans les pays maghrébins, dans les pays de l'Afrique du Nord, Égypte, Maroc et autres. Mais la B, c'est beaucoup plus en Afrique noire et chez nous ici au Togo. Nous sommes pour la B, selon les dernières informations que j'ai, la B, on est autour de 14%. De la population? De la population générale, 14%. Pour la C, c'est entre 2%. Des chiffres non négligeables. Voilà. Mais lorsqu'on prend certains endroits ou bien certains territoires, on constate qu'il y a des chiffres, des taux plus alarmants. Je ne vais pas incriminer ou bien apostropher certaines zones, mais lorsqu'on quitte Sotoubois, Sokone, Kara, Dapaon, Saint-Cassé, on est jusqu'à 25 à 45% de la population locale. Et qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Le manque d'information. Lorsqu'on vient au sud ici, lorsqu'on va dans la zone de Vaughan, par exemple, Vaughan et alentour, c'est aussi élevé. C'est aussi au-delà de 20-25%. Donc, il va falloir qu'on en parle et qu'on sensibilise pour que la saignée puisse être arrêtée. Nous sommes là justement pour faire ce travail de sensibilisation, pour apporter cette information utile à la population et agir au mieux dans le sens de la prévention. Monsieur Mathieu, l'un des intervenants a dit que c'est une maladie qu'il ne souhaite même pas à son pire ennemi. Qu'est-ce qui fait autant la gravité de cette affection? C'est une affection qui, lorsque vous la contaminez et que elle se déclenche et que vous ne faites rien, elle va vous emporter. L'infection en elle-même n'est pas encore trop un problème, mais lorsque vous la laissez jusqu'à ce que ça devienne une maladie, là, le risque est très fort pour que ça vous emporte si vous ne vous levez pas tôt pour aller aux soins et que le spécialiste vous prenne en charge. Parce qu'il ne faut pas se mettre dans les mains de n'importe qui pour qu'on vous charge encore d'antibiotiques, qu'on vous charge encore d'autres substances qui ne vont pas avec le foie. Et il faut dire aussi que c'est une maladie appauvrissante. C'est une maladie appauvrissante parce que les bilans seuls sont déjà au-delà de 100 000 francs CFA. Les bilans seuls. Et maintenant, la prise en charge, lorsque vous faites déjà la maladie, c'est encore autre chose.
Lorsque vous n'êtes pas encore à l'étape de maladie et qu'il faut prendre l'antirétroviral qui est indiqué pour ça, alors là, le coût, c'est autour de 10-15 000 la boîte en pharmacie, mais il arrive des moments où les gens en cherchent et n'en trouvent pas. Donc c'est pour contourner tous ces problèmes-là que l'OMS a demandé à ce que chaque pays ait un programme national de lutte contre les hépatites. Au Togo, on est encore à l'étape de division. Ça veut dire que la cellule qui s'occupe de cette lutte-là est incluse dans le programme national de lutte contre le sida, les IST, et puis c'est encore à l'étape de division. Donc il va falloir qu'on passe à l'étape de programme pour que de plus grandes actions soient menées pour qu'on puisse freiner la CIE. Alors, Monsieur Mathieu, les hépatites, c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Comment savoir qu'on est hépatique et agir assez tôt pour éviter le pire? Le grand moyen pour savoir qu'on est hépatique, c'est le dépistage. Beaucoup de soignants passent à côté du diagnostic et ils ne font que traiter le paludisme, ne font que traiter d'autres infections au sujet, jusqu'au moment où on découvre que c'est une hépatite, c'est souvent trop tard. Le problème, c'est que les symptômes des hépatites sont semblables, similaires à ceux du paludisme. Fièvre, bouche amère, vous êtes sans goût, la fatigue, la courbature, vous allez avoir des difficultés à aller à la toilette, les selles seront dures, vous pouvez faire 2 jours, 3 jours, ou bien vos selles seront comme les selles du cabri, donc en boulette. Donc il y a ces symptômes-là qui font que beaucoup pensent souvent que c'est le paludisme seul. Et donc on vous traite le palud, 2 semaines après, ça revient. On vous met encore les mêmes produits. Après, on passe maintenant aux antibiotiques parce qu'on va soupçonner une infection sans déterminer le type d'infection exactement. Et on vous charge d'antibiotiques alors que le foie et les antibiotiques, ne font pas trop. Beaucoup de malades font l'automédication d'abord, ce qui est très dangereux pour le foie. Et beaucoup de soignants aussi capotent par rapport au diagnostic. Et donc, ils posent le mauvais diagnostic. Les gens reviennent jusqu'au moment où ils se rendent compte que, attention, j'ai faussé le diagnostic du monsieur ou bien de la dame. Et puis maintenant, on essaie de référer la personne vers un centre spécialisé. Voilà, un centre spécialisé. Et généralement, les gens viennent très en retard. Oui. Alors, Monsieur Mathieu, à part le dépistage, vous savez, chez nous, se lever, aller à l'hôpital comme ça, quand on n'est pas malade, ce n'est pas évident. Donc, il n'y a aucun signe qui indique le mauvais fonctionnement du foie. Il n'y a pas un signe capital proprement dit pour l'hépatite. Parce que la plupart de ces signes se retrouvent dans d'autres maladies. Et quand on commence par avoir les pieds enflés? Oui, là, on va déjà dans les complications. Lorsqu'on va déjà dans les complications, là, on va avoir une ascite, on va avoir une cirrhose, et les pieds vont commencer par s'enfler, on va avoir les œdèmes des membres inférieurs, on va avoir le ventre qui va commencer par être distendu. Là, le foie, il y a un réseau vasculaire à l'intérieur du foie. Alors, lorsque le foie commence par être gravement attaqué et que ça va à l'étape de cirrhose, les cellules du foie commencent par devenir dures, comme une pierre. Donc, les vaisseaux sanguins qui passent à l'intérieur du foie sont obstrués. Le sang qui quitte les intestins et qui passe et qui vont venir vers le foie, ce sang ne trouve plus de passage. Donc, les vaisseaux sanguins sont obstrués. Alors, le sang, c'est fait de l'eau et des cellules. L'eau ne trouvant pas de passage, ça va sortir des vaisseaux et puis dégouliner dans l'abdomen. Ça va donner l'acide. Dans le même temps, le sang qui va circuler aller dans les membres inférieurs, le cœur ne peut plus pomper correctement ce sang-là qui va remonter. On va avoir une stase, une stagnation du sang. L'eau va sortir des vaisseaux et faire aussi les œdèmes au niveau des pieds. Donc c'est ça qui donne les liquides là qu'on voit, on va ponctionner. Il faut éviter d'aller à ces étapes-là, tardives-là, avant de se rendre à l'hôpital. Si les pieds commencent déjà à s'enfler et avec le ventre qui est déjà distendu, 50% de malchance
de récupérer la personne sous nos tropiques ici. Et quelles sont les autres complications liées à cette affection? Les autres complications, il faut dire que le pancréas est une victime de l'hépatite. Le pancréas est une victime de l'hépatite. Le cerveau aussi est une victime. Les reins aussi sont des victimes. Donc, lorsque vous ne prenez pas bien en charge votre hépatite, d'autres pathologies peuvent s'associer et vous allez vous retrouver avec un tableau salé et ça emporte malheureusement. Okay. Donc, il y a plusieurs complications qu'on peut avoir et qui tournent autour de la mauvaise prise en charge de l'hépatite virale. Lors du micro-trottoir tout à l'heure, certains concitoyens ont cité quelques voies de contamination. Est-ce vérifié? Oui, ils ont parlé de la salive. De la salive, oui. Des rapports sexuels non protégés. Les rapports sexuels non protégés sont les plus grands moyens de transmission de l'hépatite virale. Plus grand moyen de transmission de l'hépatite virale. Et là, c'était aussi la salive. Pour la salive, je vais peut-être corriger quelque chose. C'est lorsqu'il y a de plaies ou bien de lésions buccales que le virus peut passer à travers la lymphe ou bien le sang qui va venir dans la bouche. Le virus peut survivre pendant 7 jours sans substance nutritive. Cela fait que lorsqu'il est dans la salive, il ne meurt pas. Donc, lorsque vous vous embrassez, vous transmettez ce virus-là qui est venu par la lésion, lorsque vous brossez ou bien par broyage d'un os et qu'il y a lésion, que le virus vient, vous pouvez transmettre ce virus-là à l'autre personne qui n'était pas infectée et qui va avaler. Et maintenant, à travers le tractus digestif, il peut gagner la circulation sanguine et aller causer les dégâts. Vous prenez un verre dans une buvette et que vous buvez, et que vous laissez votre salive infectée sur ce verre-là, même si on dépose, même si on rince le verre, on le lave avec un détergent. Le détergent ne tue pas le virus B. Ça ne le tue pas. Donc, il peut survivre et rester, et celui qui va venir après vous va être contaminé avec le même verre. Donc, c'est transmissible, c'est dangereux. Et un autre a dit que beaucoup d'entre eux ont dit que n'ont cité que les hépatites virales. Ça veut dire que les gens manquent d'informations sur les autres types d'hépatites. Alimentaires, médicamenteuses, alcooliques, auto-immunes. Les gens ne connaissent que les virales. Alors que les autres sont là et sont des facteurs d'aggravation pour l'hépatite virale. Si vous savez que ces médicaments nous créent des problèmes, pourquoi nous les prescrire toujours? Oui, le souci à l'hôpital, c'est quoi? On fait la balance entre l'effet positif immédiat pour le patient, pour le sortir d'affaires, et les séquelles, les effets secondaires qu'il peut avoir à long terme. Si la balance de l'effet immédiat passe, on prescrit ce produit-là. Mais il faut commencer par se renseigner si la personne est hépatique ou non. Lorsqu'on veut surtout prescrire une molécule qui contient du paracétamol. Encore faut-il que la personne même se sache hépatique. En Afrique, on a vu que moins de 2% de la population se connaît hépatique. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas leur statut. Il va falloir qu'on en parle, qu'on sensibilise, qu'on ne baisse pas les bras et qu'on n'attende pas toujours que ça vienne. Que le 28 juillet vienne d'abord. D'abord, avant qu'on commence par faire du tapage pour chercher à sensibiliser. Nous avons 125 000 décès chaque année en Afrique, sur 1 million de décès chaque année dans le monde. C'est beaucoup pour cette Afrique seule. C'est beaucoup. Donc, il faut qu'on continue cette sensibilisation et que les gens ne se fatiguent pas de nous. Parce que je ne cesse pas, je ne me lasse pas de bousculer les gens sur les médias, sur les réseaux sociaux, tout le temps. On me dit, mais toi, tu ne te fatigues pas par rapport à cette affection. Puisque c'est un sérieux problème de santé publique. C'est un fléau. C'est un vrai fléau. C'est un fléau mondial. Et je croise tous les jours que Dieu fait, je croise au moins 5 à 10 hépatiques. Nouveau cas? Tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait. J'en croise.
Et donc, je ne peux pas être en train de voir ça et me permettre, voilà, alors que j'ai fait des études pour cela. J'ai prêté serment pour cela. Je me dois de toujours continuer la lutte. Nous vous souhaitons alors beaucoup de courage. Merci. Merci de continuer dans cet élan. Existe-t-il d'autres moyens de contamination, puisque les hépatites peuvent se contaminer aussi de la mère à l'enfant? Si, beaucoup d'enfants prennent ça depuis le ventre, d'autres prennent ça lors de l'accouchement, d'autres prennent ça quelques jours après l'accouchement. Et c'est ça surtout qui fait que le MES demande à ce que tout enfant soit vacciné avant les 24 heures. Juste à la naissance. Juste à la naissance. Avant, c'était dit, tout enfant né de mère positive à l'hépatite. Mais aujourd'hui, on est passé à l'étape où tout nouveau-né, mère positive ou pas, devrait être vacciné avant les 24 heures de vie. Mais le programme élargi de vaccination que nous avons, c'est entre 6 à 8 semaines. Ouais. C'est déjà trop tard pour qu'un enfant de mère positive soit contaminé. Parce que l'enfant va téter. S'il y a des lésions autour du mamelon, les lésions vont passer avec le virus, l'enfant va avaler et être contaminé. Bien qu'un vaccin existe, les hépatites constituent un vrai problème de santé publique. Vous l'avez dit, chaque jour que Dieu fait, vous croisez au moins 5 nouveaux cas de contamination. Ouais. Comment comprendre cela? Nous savons que c'est l'information qui ne passe pas, mais est-ce que la faute n'est pas à nous-mêmes aussi? Oui, il y a des citoyens qui sont bien informés autour d'eux, sur les médias et tout, mais qui ne prennent pas conscience de la gravité de la chose. Et donc, certains vous disent qu'ils préfèrent mourir de quelque chose. Il faut mourir de quelque chose, que tôt ou tard, ils finiront par mourir. Mais lorsque ce sont des bras valides, lorsque ce sont des futurs cadres qui vont bâtir ce pays, qui partent comme ça fait mal. L'hépatite a d'impacts socio-démographiques, socio-économiques, pardon. Ça emporte beaucoup. J'ai connu beaucoup de cadres à l'université qui sont partis. Des gens qui étaient promus à de bonnes fonctions, de grandes fonctions pour ce pays, qui sont partis comme ça. Que ce soit en médecine, que ce soit en droit, tous les départements de l'université. Des enseignants qui sont partis. Même dans le corps médical, beaucoup partent. Chaque année, je connais une corporation où chaque année, nous perdons au moins 2 à 3 agents de santé à cause des hépatites. Donc, c'est une maladie qui a un lourd impact social et aussi économique. Donc, on a encore du boulot. On a encore du boulot pour cette affaire-là et on ne va jamais baisser les bras. Et je voudrais bien que ça ne soit plus seulement une affaire des spécialistes. On avait fait cette erreur-là pour le VIH dans les années 80 et autres. Et lorsque on s'est rendu compte qu'il faut associer tout le monde, c'est là que les pères éducateurs, les agents de santé communautaire et autres ont commencé par être associés. Et puis ça a marché. Alors, il faut en arriver là. Il faut en arriver là. Possible Il faut plus que ça soit la chasse gardée des spécialistes en hépatogastro-entérologie pour que on arrive à réussir les objectifs. Parce que l'objectif de l'OAS, c'est qu'il y ait au moins 35 pays de l'Afrique de l'Ouest qui arrivent à implémenter la vaccination des enfants à la naissance, qu'il y ait moins de 30% de nouvelles contaminations et qu'on ait au moins 30% de sujets qui arrivent à avoir accès au traitement. Nous devons tous lutter pour le atteindre. Nous devons tous mettre alors la main à la pâte pour arriver à l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé. Moins de 30%, de contamination à l'horizon 2030. Alors, Monsieur Mathieu, le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé cette année pour célébrer cette journée mondiale de lutte contre les hépatites est une vie, un foie, ce qui dénote de l'importance de cet organe noble. Est-ce que notre alimentation ne peut pas porter préjudice ou ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de cet organe essentiel de notre organisme? Oui, le foie, tel que vous venez de le dire, c'est un organe par excellence de digestion. Et donc, tout apport alimentaire, que ce soit liquide ou solide, qui
n'est pas bien réglementée pourrait porter atteinte à ce foie. L'hépatite alimentaire va constituer un gros facteur d'aggravation de l'hépatite virale. Comment? Nous avons les mauvaises pratiques culturelles avec l'utilisation des pesticides, des engrais et tout ce que nous connaissons. Nous avons les mauvais choix de nos denrées. Lorsque nous allons marcher, pour prendre par exemple les légumes, on prend les feuilles qui sont toutes jolies, qui ne sont pas entamées, alors qu'il faut préférer les feuilles qui sont entamées par les insectes, par les vers. Ça veut dire que ces feuilles-là sont moins contaminées. Il y a aussi les malfaçons culinaires, où on utilise beaucoup de cubes, beaucoup d'huile, beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Il faut faire attention avec tout ça là. Nous avons les mauvaises combinaisons à table. On est en train de manger, et il y a l'eau glacée qui est là, ou bien une boisson alcoolisée qui est là. Et pendant le repas, on envoie l'eau glacée, on envoie l'aliment, ou bien on envoie la boisson alcoolisée, on envoie l'aliment. On dénature les enzymes digestives. Les sucres digestifs sont aussi dénaturés, donc on va avoir une digestion qui est hypothéquée déjà. Vous avez l'empressement à table. On ne prend pas le temps de manger, de mâcher les aliments pour permettre à l'estomac et au reste du tube digestif de bien faire son travail. Donc il y a ces pratiques-là alimentaires qu'il faut corriger. Ces habitudes-là qu'il faut corriger. Alors concrètement, ça va consister en quoi? Ça va consister à arrêter l'alcool. L'alcool, même si c'est dosé à 1%, est dangereux pour le foie. C'est l'ennemi numéro 1 sur le plan alimentaire pour le foie. On va revoir les corps gras. Au niveau des huiles, j'ai cité des huiles dans ce pays où les gens se sont un peu remontés, mais il fallait le dire. Il y a des huiles qui ne sont pas indiquées pour notre alimentation. Nous avons beaucoup de mauvaises huiles sur notre territoire. Donc, il faudra voir les corps gras. Il faut faire attention avec le beurre. Il faut faire attention avec les graisses. Certains, quand ils vont acheter de la viande, ils doivent la partie beaucoup plus grasse et ils demandent qu'on leur serve ça. Ils sont en train de s'intoxiquer, de se tuer petitement. Et on va revoir les amidons, notamment le manioc. Le manioc, c'est dérivé. Agbelima, cocontais, qu'on va mélanger avec du maïs et préparé, c'est préjudiciable pour le foie. Tapioca, qu'on va moudre avec le maïs aussi pour en faire la pâte, c'est préjudiciable pour le foie. Lorsque nous prenons les protéines carnées, donc ça veut dire que les viandes, surtout les viandes rouges, la viande blanche, ça peut passer, mais les viandes rouges sont dangereuses, sont cancérigènes. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Les études l'ont prouvé. C'est écrit sur beaucoup de sites, beaucoup de documents l'attestent. Donc, il va falloir qu'on revoie carrément ces pratiques-là. Les condiments, le cube, qui est très dangereux, qui est un poison, mais dont on raffole. Et on le vend à très faible prix pour qu'on puisse s'intoxiquer au fur et à mesure. Il faut revoir ça. Les fruits, il faut savoir quel fruit est consommé. Lorsque nous voulons utiliser afiti ou bien l'angouin, il faut bien protéger son afiti, il faut bien protéger son langouin. Sinon, vous allez vous contaminer encore parce que ce sont des bouillons de culture. Donc, les germes vont s'y développer. Vous allez prendre ça et préparer, alors qu'il y a des germes qui résistent à la chaleur de cuisson. Donc, on s'intoxique, on se tue. L'hépatite alimentaire constitue un facteur aggravant pour les hépatites virales. Beaucoup de comportements à revoir dans notre quotidien. Hein? Oui. Monsieur Mathieu. Alors, nous venons de le dire, 91 millions d'Africains sont hépatiques. Oui. Alors, comment faut-il s'alimenter quand on est hépatique? Que faut-il privilégier? Que faut-il éviter? Lorsque vous êtes hépatique, il faut éviter les boissons tout ce que vous venez de citer. Glacées. Il faut les éviter. Il faut éviter l'alcool. De l'eau glacée. De l'eau glacée. Il faut éviter. Que ce soit la bière, que ce soit le vin, toute boisson qui contient un taux d'alcool, il faut l'éviter. Au niveau des huiles, il faut préférer l'huile de coulis-coulis, l'huile d'arachide. L'huile d'arachide qui est pressée à froid. Il faut préférer ça. Il faut préférer, au niveau du sucre, il faut préférer le sucre roux, par exemple. Le sucre blanc est déjà un sucre à problème. Donc, il faut préférer le sucre roux, bien le sucre de canne à sucre. Il faut préférer ça. Au niveau des glucides, il faut éviter
le plus possible l'association de dérivés de manioc avec les autres glucides pour faire, ou bien les céréales pour faire la pâte et autres là. Il faut éviter le plus. Donc pour la perte, seulement le maïs, écraser seulement le maïs. Maïs On seul, peut mélanger maïs sorgho, et sorgho. Et mil et autres, mais il ne faut pas associer le manioc et le dérivé. D'accord. D'autres font même du foufou de manioc. Il faut faire attention avec ces trucs-là. Lorsque vous êtes hépatique, il faut éviter ça. Je ne dis pas que tout le monde doit éviter ça. Mais lorsque vous avez déjà un problème de foie, lorsqu'on se sait hépatique, il faut éviter de consommer le manioc et ses dérivés. Au niveau de la viande, il faut préférer du poisson. Il faut préférer du poisson fumé, et du poisson sec, et les petits poissons. Voilà, il faut les préférer. Par rapport à l'assaisonnement, il faut utiliser beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons, de la crevette séchée moulue, ou bien les petits poissons également à rendre en poudre et utiliser en cuisine en lieu et place du cube. L'alimentation seule fait 40% du traitement des hépatites. Il doit exister quand même des aliments, des fruits et légumes pour entretenir quand même notre foie et le désintoxiquer. Au niveau des légumes, par exemple, nous avons la carotte, qui est très bonne pour le foie. Nous avons la betterave aussi. Jus de carotte, jus de betterave. Jus ou bien sauté à la vapeur. D'accord. On fait une salade avec tout ça. Lorsque vous faites une salade de laitue, il faut qu'il y ait de la carotte, il faut qu'il y ait de betterave et tout ce que vous ajoutez, maïs jaune qui est doux là. Voilà. Il faut essayer d'associer ces trucs-là. Lorsque nous prenons les fruits, pastèque, ananas, les fruits de saison. Voilà, le fruit de saison, ça peut aller. Mais il faut faire attention avec la banane plantain, qui est très riche en amidon. Et j'ai dit que l'amidon et le foie, il faut faire attention. Il ne faut pas bon ménager. Voilà. D'accord. Pour l'avocat, par exemple, le taux de gras de l'avocat est élevé. Mais si vous n'en abusez pas, ça peut aller. Mais il y a certains qui abusent de l'avocat, qui peuvent manger de l'avocat seul jusqu'à se rassasier. Non. De la tomate doit y aller, de l'oignon doit y aller. On fait ce genre de mélange-là et puis on s'emplit l'estomac et on est sûr d'avoir apporté à l'organisme les substances nutritives. On ne sait pas seulement alimenter, mais on sait nourrir. Parce qu'en Afrique, on s'alimente, mais on ne se nourrit pas. On ne sait pas se nourrir. Oui, on ne sait pas se nourrir. L'hépatite est une maladie grave. Pour certains, on peut l'éviter ou même en guérir. Mais par quels moyens? Rita Wassi a tendu son micro à quelques concitoyens. Voici quelques réponses recueillies pour vous. Pour éviter l'hépatite, je hausse ma voix pour demander, lorsque vous prenez votre bière, n'utilisez pas les verres. L'hépatite peut être guérie. Bon, souvent les gens disent que les hépatites ne sont pas guérissables, mais moi je me dis que ça peut être guéri. Si l'on suit les consignes des docteurs ou bien du docteur, je pense que ça peut aller. J'aime pas l'information sur la prise en charge des hépatites au Togo. Pour éviter les hépatites, d'abord on doit se protéger, on doit se faire vacciner. Ça c'est la meilleure solution d'abord, c'est la vaccination. Pour la guérison de l'hépatite, je crois qu'on ne peut pas guérir l'hépatite. Mais je sais que j'ai entendu parler qu'il y a des calmants pour l'hépatite et il y a un vaccin pour éviter d'attraper cette maladie. Il y a des traitements qui existent pour les hépatites, pour l'atténuer je pense, mais pour le guérir, ça dépend aussi de quelle hépatite et tout. Et donc il y en a certains qui peuvent être guéris je pense, et il y en a d'autres, il faut l'atténuer comme le VIH, quoi. Je pense que le dépistage, c'est de prévenir en amont, donc c'est plus important le dépistage. Pour pouvoir éviter les hépatites, il faut savoir manger avec la cuillère, la fourchette, surtout au bord des routes. Prévenir vaut mieux que guérir. Avoir soit sa propre cuillère, sa propre fourchette, ou bien se laver proprement les mains. Un concitoyen vient de le dire, prévenir vaut mieux que guérir. Comment prévenir alors les hépatites? Les deux virus les plus fréquents chez nous,
Je le rappelle, le virus B et le virus C. Le virus C n'a pas de prévention. Il n'y a pas de vaccin pour le virus C. Et donc, nous sommes tous exposés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Et c'est seulement par le sang qu'on prend ce virus-là. Donc, lorsque vous évitez le sang, d'être au contact du sang de quelqu'un qui est contaminé, alors là, vous êtes en train de faire la prévention. Le virus B, sa prévention, heureusement, lui a un vaccin qu'il faut faire lorsque vous faites le dépistage et que c'est négatif. Vous faites la première dose. Il ne faut pas attendre d'aller à la maison et revenir le lendemain. Parce que dans la journée, dans cette nuit, vous pouvez vous faire contaminer. Donc, dépistage, première dose de vaccin, deuxième dose, et puis troisième dose. Donc, il faut faire 3 doses. Si vous faites une dose, et vous pensez, là, c'est raté. Vous faites 2 doses, vous laissez, c'est raté. Il faut faire les 3 doses normales. Et le rappel 1 an plus tard. Là, vous aurez acquis l'immunité contre le virus B. Pour les enfants, les nouveau-nés, je préfère, je souhaiterais qu'on ramène la vaccination à l'accouchement, à la naissance. Et dans les 24 heures de vie. Sinon, l'État a mis les 3 doses pour les enfants de moins de 5 ans dans le programme élargi de vaccination. Donc là, c'est déjà un gros effort qui est fait et qui était là depuis. Il va falloir qu'on accentue encore cela et qu'on passe à la naissance et que dans tous les centres, il y ait le vaccin anti-hépatique des nouveau-nés dès leur naissance. Et que ça soit aussi accessible. Voilà. Est-ce qu'on peut guérir des hépatites? Si l'hépatite, ça se guérit. L'hépatite, je vais commencer par la C. J'ai dit tout à l'heure que 3 mois chrono, vous guérissez de l'hépatite C. 3 mois chrono. Le coût est élevé. Minimum 200 000 pour une boîte de la molécule. 3 boîtes, ça vous fait 600 000. Vous en guérissez. La B, il faut des étapes. Il faut d'abord chercher à atténuer le mal, désengorger le foie, parce que la B cause assez de dégâts qui tournent autour du mal. Donc, il faut désengorger, il faut atténuer le mal, il faut éliminer l'arme du virus pour la B qui est l'ADN viral. Donc, lorsque votre charge virale est positive, il faut faire le traitement jusqu'à ce que cette charge virale-là soit négative ou bien que le virus soit indétectable. Pareil pour le C où c'est l'ARN. Et maintenant, la 3e étape, éliminer l'enveloppe qui va vous donner la guérison totale. Lorsque vous arrivez à faire ces 3 étapes-là, vous aurez guéri de l'hépatite. Mais n'attendez pas que l'hépatite vous amène à l'hôpital. Allez-y, amenez votre hépatite à l'hôpital. Mais lorsque c'est elle qui vous amène à l'hôpital, c'est souvent trop tard. Malheureusement, c'est souvent trop tard. Il vous faut aussi, vous qui êtes spécialiste de la maladie, il faut aussi organiser des campagnes foraines de dépistage assez régulièrement. Si, et c'est affaire de moyens aussi. Les moyens vont venir. Oui. Et pour le traitement, pour le B, c'est le traitement classique, c'est un traitement à vie. Le traitement classique, c'est un traitement à vie. Par rapport au virus C, le traitement, c'est 3 mois. Le traitement pour le virus B, c'est un traitement à vie. Heureusement qu'il y a des traitements alternatifs qui permettent en 4-6 mois d'obtenir le même résultat que le traitement classique à vie. Donc, pour tout ça, l'OMS est en train d'encourager à ce qu'on penche aussi un peu plus vers les traitements alternatifs pour voir ce que ça peut apporter comme bénéfice pour nos populations. D'accord. Alors, nous voici arrivés à la fin de la première partie de cette émission. Monsieur Mathieu Touroussi, si je vous demandais quel est votre dernier message, que nous diriez-vous? Un dernier message à l'endroit de la population qui nous regarde ce soir? Faites-vous dépister. Si c'est négatif, faites-vous vacciner correctement. Si c'est positif, confiez-vous aux spécialistes. Ils vont vous prendre en charge et vous n'allez pas mourir d'une hépatite. Dépistage, dépistage, dépistage encore. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu, d'être passé une fois encore sur le plateau de Santé d'abord. Merci de vous mettre toujours à notre disposition chaque fois qu'on a besoin de vous. Merci, c'est un plaisir. Il est partagé ce plaisir. À très bientôt. Merci bien. Nous
vous emmenons maintenant dans les rues de Notia où nous avons tendu le micro à quelques personnes qui se sont prononcées sur ce qu'ils savent de la consommation des substances psychoactives. Chacun y va de son argument. Suivez. Bon, l'abus d'alcool provient de manque d'emploi. Certains, par des relations des amis qui ne sont pas en bon état, par exemple, qui sont dans le domaine de la drogue et se consomment là. Chaque matin, s'ils se lèvent, ils peuvent t'appeler que venez, on va aller quelque part comme ça. Après 2, 3, 4 jours comme ça, toi, tu es habitué à prendre ce genre de choses. C'est ce qui est très mauvais. La compagnie manque d'emploi aussi et des soucis. Pour nous, les conducteurs de taxi moto, de préférence, certains aussi prennent les drogues pour faire leur navette, pour faire des émigrants. Et dans les routes comme ça, même les feux, ils ne respectent même pas ces feux-là. Ça crée aussi des accidents aussi. Tant de conséquences, plusieurs conséquences même. Ça affaiblit même l'organisme et même ton état aussi, ça va changer. Par mes analyses personnelles, je vois qu'à cause des soucis, les gens prennent l'alcool et la drogue pour essayer d'oublier la situation. Mais ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est le manque de connaissance de Dieu. Quand tu prends l'alcool, la drogue et la cigarette, ça te tue. Tama, tramadol, les miantom mieux lame. Eblannou le mieux lame. Bon, mieux tom ya bien sévère, nous ablannou. Enna mo janara pa. Eblannou nous kenti le well. Quand le dos à siam be bipleo. Nous kenti le well. Donc on a nous adibé ça nuit gravement à la santé. Eblannou subo. Eblannou subo va be mise, minue, mieux. Nous kenti. Donc c'est des questions là que nous allons poser. Nous tom là bien mieux quoi. Kemonuneri adu domaje domela ba na adu mate no ha ola bitie esro ke ho na du domaje no e je vioji ola biji kaka no munya wa abia no ha alo holore ate otokar kudo domaje no na ha boni mate no mato la monsieur matin ho vo atike ko do sa kudo no ko lo le wa no amda mejo nya munya tramadol nya mu je solo vo sura biela ate ndode nous n'avons pas pour le cas. On laisse à nous. Tiens, matin, nous nous chantons. T'as un imité de la gloire, il y a des gounouanemia, à la carrière me vide, pour se rabier là. On m'a été bébé, Vous l'avez compris, ce micro-trottoir nous amène à la deuxième partie de cette émission et je partage le plateau avec Dr Komi Maoussi Aho. Vous êtes médecin de santé publique, coordonnateur national du programme national des addictions aux substances psychoactives au ministère de la Santé. Bienvenue sur le plateau de santé d'abord. Merci Madame Olive. Comment allez-vous? Très bien, chez vous? Oui, ça va. Avec vous, nous allons toucher ce problème crucial, ce problème pas des moindres dont souffrent nos populations aujourd'hui, l'addiction aux substances psychoactives. Alors dites-nous, à quoi fait-on allusion lorsqu'on parle de consommation ou de substances psychoactives? Ok. Les substances psychoactives, c'est l'ensemble des substances naturelles ou d'origine synthétique ou semi-synthétique. Ils sont soit licites ou illicites et qui, par leur action sur le système nerveux central, perturbent l'activité mentale de la personne, les comportements de la personne, les sensations, les perceptions de la personne. Alors, ces substances occasionnent des troubles psychiques et physiques. Elles modifient la perception de la réalité. Elles modifient la perception de la réalité et la façon dont la personne réagit face à cette réalité qu'elle perçoit autrement. Quels sont les types de substances psychoactives dont font plus usage nos populations et quelle est la cible la plus exposée? Ok. Alors, dans la définition, je viens de vous dire qu'il y a des substances licites et des substances illicites. Ouais. Parmi les substances licites, c'est-à-dire qui sont vendues officiellement, nous avons l'alcool, qui est la première substance psychoactive consommée sur le plan national, suivi des comprimés de tramadol et
En troisième position, le tramadol est une substance autorisée. Bien, le tramadol, c'est un médicament que nous utilisons dans les formations sanitaires pour soigner les douleurs sévères. Jusqu'à un certain degré. Absolument. C'est ça. Mais il y a son utilisation à d'autres fins. Et il y a les contrefaçons qui ne respectent pas la dose que nous utilisons dans les milieux hospitaliers. Le comprimé de tramadol normal est dosé à 50 mg. Et on donne à la personne au maximum 2 fois par jour. Au pire des cas, il y a la forme à libération prolongée. Mais sur le marché, vous trouvez du tramadol dosé à 120 mg, un comprimé. 120 mg. Et les gens se permettent d'en prendre 2-3. Vous imaginez la suite. Voilà. Donc, et la troisième substance licite qui est plus consommée, c'est le tabac. C'est les produits qu'on vend naturellement, officiellement. Maintenant, les produits illicites, la première substance illicite consommée au Togo, c'est le cannabis, suivi de l'héroïne. Et en troisième position, nous avons la cocaïne. Alors, si on met le tout ensemble, nous produisons chaque année un rapport sur la consommation des drogues au niveau du pays et que nous soumettons à la commission de la CEDEAO. Ce rapport, quand nous le produisons chaque année, le rapport de 2022, je l'ai avec moi, la première substance psychoactive consommée au Togo, c'est l'alcool, à 40%, suivi du cannabis à 31%, et on trouve l'héroïne à 14%, et le reste, c'est des proportions infimes. Sachez que personne ne prend la drogue ou bien ne prend une substance psychoactive pour se faire du mal. C'est parce qu'ils en tirent un plaisir énorme. C'est ça en fait. Toutes ces substances psychoactives, la plupart qui sont illicites, produisent une augmentation de l'hormone du plaisir dans le corps qu'on appelle la dopamine. Donc quand on les prend, ça augmente le taux de dopamine dans le cerveau et la personne se trouve dans un état de plaisir intense. Donc celui qui prend une drogue ne la prend pas d'abord pour se faire du mal. C'est le plaisir qui est derrière. Il y a d'autres qu'on prend effectivement pour avoir de l'énergie pour tenir dans la journée. C'est le cas du tramadol que prend le conducteur mélangé à l'alcool pour faire un effet booster pour qu'il puisse tenir. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore fait d'études de prévalence sur le plan national pour pouvoir statuer sur la prévalence de cette consommation. Très peu de gens viennent pour motif de consommation du tramadol, mais ils en consomment. Aujourd'hui, nous voyons aussi nos jeunes prendre du chicha avec beaucoup de plaisir dans les bars. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une substance psychoactive? La chicha, originalement, c'est du produit du tabac qui est consommé avec le dispositif. C'est le produit du tabac. Donc le tabac, la nicotine, est une substance psychoactive. Donc c'est la nicotine qui est consommée dans la chicha? Originalement, c'est ça, mais c'est du tabac avec des arômes, d'accord, qui donnent un bon goût, l'odeur, tout ça qui attire les jeunes. Ça, c'est la chicha de façon originale. Mais après, on a découvert qu'il y a d'autres mélanges qui s'y font. Et donc, on met des drogues dures dedans, on met du cannabis, on met d'autres produits mélangés. Donc, la consommation de la chicha ne se limite plus au tabac simple, mais d'autres substances psychoactives qui font des mélanges et qui est consommé. Donc, c'est fortement psychoactif, addictif. Certains concitoyens, certains confrères qui pensent que c'est parce qu'on a des problèmes qu'on prend de la drogue, c'est parce qu'on a on veut se sentir bien qu'on prend de la drogue. Alors, êtes-vous d'accord? Totalement d'accord. Alors, quand on prend les jeunes, la plupart des jeunes prennent ces substances psychoactives par curiosité, parce qu'ils ont appris que telle substance fait telle chose, on l'interdit. Vous savez que l'adolescence, c'est la période de prise de risque. Donc, certains adolescents jeunes le prennent par curiosité. D'autres le prennent sous le fait de la pression du groupe. Ils sont dans un groupe d'amis, voilà les vacances qui sont là. Le groupe veut sortir pour aller faire une partie de chicha. Donc, si tu es dans ce groupe, tu veux t'affirmer dans ce groupe, tu dois aussi prendre. Donc, des fois, il y a la pression du groupe qui fait que certains prennent. Alors, par contre, pour les adultes, la plupart du temps, c'est pour s'échapper aux difficultés, au stress de la vie. Et donc, je rejoins
ce que vos amis ont dit sur le trottoir. C'est des problèmes relationnels, problèmes familiaux, perte d'emploi, un événement douloureux. Donc, c'est tous ces problèmes-là pour lesquels la personne veut fuir et donc se réfugie dans la substance psychoactive qui lui donne un plaisir, qui l'amène dans un monde irréel. Donc, il plane, il est dans un monde imaginaire où il se sent très bien et veut demeurer là. Parce que quand il revient dans le monde normal, il fait face à sa difficulté et ne veut pas. Donc, il maintient la consommation pour toujours être dans ce monde imaginaire. Et c'est ça qui conduit à l'addiction? Absolument. Alors, quand on parle d'addiction, comment savoir qu'on est addict? Quels sont les signes que présente une personne addicte à une substance psychoactive? Alors, l'addiction, d'abord, se définit comme une maladie chronique et récidivante du cerveau. C'est une maladie chronique et récidivante du cerveau qui se manifeste par une consommation compulsive de la substance psychoactive et une quantité excessive de la substance psychoactive, malgré les effets néfastes que cette consommation fait sur la personne. Elle maintient la consommation et en plus de cet état, il y a les changements physiologiques qui se font au niveau du cerveau, au niveau quand même de la molécule cérébrale. Au niveau des neurotransmetteurs, il y a des changements qui se font à ce niveau. C'est tout ça qu'on met dans l'addiction, donc qui est une maladie chronique et récidivante du cerveau. Alors, aujourd'hui, les termes ont évolué. On n'utilise plus le terme addict. On pense que c'est un peu stigmatisant pour la personne. On parle de personnes ayant des troubles liés à l'usance de substances psychoactives. Voilà, personnes ayant des troubles liés à l'usage de substances psychoactives. Et pour pouvoir faire ce diagnostic, il y a 11 signes qu'on doit pouvoir identifier sur la personne sur une période de 12 mois pour dire que cette personne est vraiment en train de faire une addiction. Donc, elle est en train de développer des troubles liés à l'usage de substances psychoactives. Quelques signes parmi ces 11, c'est d'abord la consommation excessive de substances psychoactives. 2, il y a le maintien de la consommation malgré les problèmes de santé qui interviennent sur la personne et qui sont liés à ces substances. La personne sait pertinemment que c'est quand je prends ces substances que j'ai ce problème de santé. Mais malgré ça, elle continue. 3e signe, par exemple, c'est le désir d'arrêter, mais on n'arrive jamais à arrêter. La personne n'arrive pas à arrêter. Il veut bien, mais il n'arrive pas. Il y a l'envie compulsive. C'est-à-dire que tout le temps, il a envie, il y a cette envie compulsive d'aller consommer la substance psychoactive. Sur le plan, par exemple, physiologique, il y a la tolérance. C'est-à-dire que la personne augmente progressivement sa consommation pour atteindre le but escompté. Le plaisir qu'elle veut avoir, en prenant la substance psychoactive, elle sent que la dose initiale qu'elle prend ne permet plus d'avoir ces sensations. Donc, elle augmente pour pouvoir avoir ces sensations. Et nous avons aussi, par exemple, le symptôme de sevrage. C'est-à-dire quand la personne se retrouve dans une situation où elle ne trouve pas la substance, elle se sent mal, elle développe des symptômes qui sont désagréables à la personne, qu'on appelle le symptôme de sevrage, qu'on peut corriger en lui réadministrant le produit, par exemple. Voilà, c'est quelques-uns de ces signes qui font penser aux troubles. Alors, si on a 2 à 3 signes sur les 11, on parle de troubles liés à l'usage de substances psychoactives légers. Quand on a 4 à 5 signes, on parle de troubles modérés. Et quand on a 6 signes et plus, on parle de troubles sévères. Voilà la classification maintenant au niveau de l'addiction. Prenons par exemple un enfant qui prend du tramadol ou qui prend une substance psychoactive à l'insu de ses parents. Quels signes doit alerter? Quels sont les signes qui doivent alerter le parent? Alors, il y a le trouble de comportement déjà de l'enfant. L'isolement, surtout. Ce sont les enfants qui s'isolent, qui ne veulent pas que les parents sachent qu'ils font quelque chose. Donc, il y a un trouble de comportement, l'isolement. Un enfant qui habituellement rentre
à une heure donnée de cours qui, depuis un certain temps, rend tard. Ça doit commencer par se poser des questions. Un enfant qui est souvent à l'heure au cours, et les enseignants remarquent de plus en plus qu'il est tout le temps en retard. Ça doit pouvoir inquiéter les enseignants aussi et signaler aux parents. L'irritabilité chez l'enfant, quand il devient irritable, ou bien carrément, il devient apathique, tranquille, quelque chose qu'on lui fait, il ne réagit pas. Donc c'est un trouble de comportement. Et au niveau des résultats, par exemple scolaires, ou bien en apprentissage, on voit quand même qu'il y a un décrochage. Ça n'évolue plus. Là, ça doit attirer les parents. Peut-être aussi certaines mauvaises compagnies que l'enfant ne faisait pas. Ben, absolument. Un des facteurs de la consommation, c'est la mauvaise compagnie. Ça attire aussi l'attention. Souvent, les enfants ne vont pas faire savoir qu'ils sont en mauvaise compagnie facilement. C'est à la recherche que vous retrouvez que, ils sont en mauvaise compagnie. Voilà. Souvent, ils font tout pour cacher le fait qu'ils consomment. Donc, le travail revient aux parents. Exactement. De fouiller, de chercher à savoir si tout va bien chez l'enfant, surtout quand le résultat escompté n'est plus atteint. Exactement. Les hommes consomment plus que les femmes, ça c'est plus évident. La tranche d'âge, c'est de 20 à 39 ans, avec une moyenne de 33 ans. C'est la tranche d'âge la plus touchée. 20 à 39 ans, avec la moyenne de 33 ans. Quand on prend au niveau de la situation socio-professionnelle, les sans-emploi sont les plus touchés. Nous avons au niveau de la situation matrimoniale, les célibataires sont les plus touchés par la consommation. Et au niveau scolaire, on a vu que la majorité tourne autour du secondaire, comme au niveau de scolarisation, qui consomment le plus. Maintenant, c'est ceux qui, les statistiques montrent, ces catégories sont les plus touchées. Mais les autres, effectivement, catégories consomment les substances psychoactives à des faibles pourcentages. La consommation excessive des substances psychoactives doit quand même avoir des complications sur la vie et la santé du consommateur. Absolument. Il y a beaucoup de complications, surtout sur le plan social et sur le plan médical. Sur le plan social, il y a d'abord l'isolement. Ce sont les gens qui sont souvent isolés, ils s'auto-stigmatisent eux-mêmes. On voit que les consommateurs se trouvent souvent en groupe, dans des coins, voilà. Il y a la marginalisation par la communauté, la stigmatisation. Les élèves, il y a la déscolarisation. Celui qui est en apprentissage, le décrochage, ne continue plus. Il y a les problèmes financiers, la perte d'emploi. Ça amène à la violence, des fois vers la criminalité. Sur le plan médical, en fonction du type de substance utilisée, on a des complications physiques et psychiques. Et la consommation des substances peut être la cause des accidents de la voie publique. Ça peut même conduire à la mort, par soit overdose, soit par manque de produits à consommer à un temps donné. Dans ce sujet, vous allez découvrir 2 anciens addicts à l'alcool qui sont aujourd'hui complètement guéris. Ils ont été pris en charge au centre Vie et Santé. Ce centre utilise une autre méthode de traitement différente de ce qui se fait à l'hôpital psychiatrique de Zébé, qui reste une référence en matière de prise en charge des personnes addictes aux substances psychoactives. De nos jours, de plus en plus de jeunes, hommes et femmes, se laissent entraîner par l'usage de substances psychoactives. Cependant, après mûre réflexion, ces hommes ont fait le choix de la sobriété. Aujourd'hui, ils sont fiers d'avoir surmonté leur addiction. Ce qui m'a amené dans ce centre, c'est la cigarette. Bon, avant que je ne vienne dans le centre, il se fait qu'un jour j'ai écouté, je suis en train de suivre une émission à la radio Novici. Et à la fin, on dit qu'il y a une association qui est venue pour aider ceux qui fument la cigarette et boivent de l'alcool à cesser. Donc j'étais intéressé et je suis venu. J'ai commencé à fumer la cigarette à 17 ans, en 2011. C'était dans un bar, c'était en groupe. Quand j'ai commencé, je prenais 2 bâtons avant de me coucher. Mais finalement, je ne peux plus compter le nombre de bâtons que je fumais avant de me coucher. Et je suis devenu un pro. Pendant la journée aussi, je prends. Mais j'étais gênant. Mais je ne sais pas comment faire pour laisser.
Quand je suis venu dans le centre, au premier abord, on nous a donné certains fruits. Et on nous a conseillé concernant l'abus de la cigarette, ce que ça peut nous amener, comment faire pour laisser tout. Et finalement, on a fait une petite cérémonie d'enterrement de la cigarette. Dès le retour à la maison, j'ai encore pris, parce que j'ai dit que j'ai déjà gâté la journée. Le lendemain, mardi, quand je suis venu, je n'ai plus pris la cigarette jusqu'aujourd'hui. Bon, je me sens bien, ça m'a aidé. Maintenant, j'ai le souffle plus qu'avant. Fumer la cigarette, ce n'est pas bon. Au centre de traitement vie et santé, les méthodes de guérison n'incluent pas l'utilisation de produits pharmaceutiques. Les patients Suivez sur la télévision togolaise la fabrication de riz soufflé au chocolat made in Togo, Perla. Nous allons démontrer le processus de production de riz soufflé au chocolat. Les riz soufflés made in Togo, c'est dans Label Togo ce jeudi à 19 h. Rediffusion mardi à 14 h. Pour moi, le consommer local, c'est une habitude. Et cette habitude passe par le changement des comportements. Le consommer local, c'est aussi un réflexe. Nous ne devons pas attendre le mois du consommer local pour avoir le réflexe du consommer local. C'est une